Coucou, on se retrouve pour l'introduction du défi lecture de ce mois d'avril. Donc la thématique pour rappel, c'était le printemps et Pénélope m'a lancé pour défi de lire un tome 1. Donc j'ai quand même plein de choix. Je vais vous dire les deux sur lesquels je me suis arrêtée, mais ça peut toujours changer. J'ai choisi ce week-end d'attaquer et j'espère de lire en entier Dans l'ombre de Paris. Donc c'est la dernière geste premier chant de Morgan of Glencoe que Pénélope m'a offert dans le swap. Ça serait un excellent choix. Pourquoi? Parce que d'une part, ça me permettrait de lire un livre que je viens d'avoir rapidement après l'avoir eu. D'autre part, parce que ça reste thématique, puisque le défi c'est avec Pénélope et que c'est elle qui me l'a offert, on reste dans une idée commune. Et surtout parce que très sincèrement, il me fait très envie depuis un certain temps. Je ne sais pas pourquoi ce livre m'appelle. Je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le titre La dernière geste, ça m'appelle, c'est ce côté médiéval qui me parle et qui me fait envie. C'est de la fantaisie, ça va allier France et Japon, il va y avoir sûrement une quête, ça a l'air très très chouette et je suis très curieuse vraiment de le lire. Donc je pense que ce week-end, ça sera ma lecture, puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi, donc j'attaquerai sûrement plutôt demain, parce que ce soir je pense qu'on va faire lecture commune avec Pénélope. Mais ça sera ma lecture du week-end, et peut-être plus, parce qu'à mon avis, si j'arrive à m'enfiler les 500 pages sur un week-end, ça me paraît un peu ambitieux. Mais bon, on va commencer ce week-end déjà. Et la deuxième lecture que j'aimerais faire plutôt le week-end prochain du coup, c'est le premier tome de Xenogenesis d'Octavia Butler qui s'appelle L'Aube, qui est de la SF et qui me fait très envie et qui à mon avis, malgré qu'il ait l'air un petit peu imposant, va se lire très bien parce que la mise en page chez Le Diable Vauvert est quand même très aérée et très agréable. Donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Je suis censée le faire en lecture commune avec Anaïs, c'est pour ça que j'attaque pas celui-ci ce week-end alors qu'à l'origine j'aurais bien aimé commencer par celui-ci. Mais il faut que je vois avec elle comment on peut s'organiser. Donc ça sera plutôt à mon avis soit dans la semaine, soit le week-end prochain. Nous verrons bien. En tout cas, si j'arrive à lire ces deux-là, eh bien ça me permettra de commencer deux sagas, ce qui est bon, chouette, mais voilà. Mais ça me permettra surtout de lire deux livres qui me font très très envie, qui rentrent parfaitement dans le thème, surtout celui-là, parce qu'en plus visuellement il est très printanier. Ça me permettra aussi de lire un livre de ma palle du Shiny Spring Challenge. Bref, on valide plein de cases et c'est très très chouette. Voilà, donc je ne vais pas plus m'attarder, je vais vous laisser et aller lire tout à fait autre chose parce que nous sommes encore vendredi et que je me mettrai à tout ça demain. Et on se retrouve pour un petit point lecture dans quelques instants pour vous. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le défi lecture. Alors j'ai filmé une introduction. Je ne sais pas si j'ai encore le rush de l'introduction parce que figurez-vous que j'ai filmé cette introduction il y a 15 jours, que j'ai lu plein d'autres trucs et que du coup voilà où on en est. Mais soit. Donc j'ai choisi Dans l'ombre de Paris et je n'en savais pas grand chose très sincèrement. Et donc je vais vous faire un résumé
assez rapide et je vais vous en parler parce que j'ai passé la moitié puisque j'ai lu 274 pages sur un tout petit peu plus de 500. Il est temps de faire un point lecture. Le fait est que je l'ai commencé hier et voilà où nous en sommes, à la moitié. J'ai pas eu le temps de faire de points, j'ai pas pu m'empêcher de lire et en même temps je lis quand je peux donc j'allais pas m'empêcher de lire parce que j'avais pas fait de point lecture. Bon, c'est pas très très grave. Avec de la chance, je trouverai peut-être un deuxième tome 1 à caser dans le défi lecture, c'est pas sûr mais on verra bien. Donc, on va suivre le personnage de Yuri, qui est une jeune princesse japonaise, enfant unique, et son père est ambassadeur à la cour du roi de France. Ça se passe en 1995, mais c'est assez déstabilisant parce que tout laisse à penser que c'est très ancien. Et il y a plein de petits éléments comme ça de modernité qui vous sont donnés. Genre par exemple on retrouve l'Orient Express, on voit un personnage qui écoute des cassettes avec un casque, la reine de France est escortée par des motards, mais c'est vraiment des toutes petites touches et dans l'ensemble on est quand même dans une ambiance assez vieux Paris, limite un peu steampunk par du coup ces aspects-là. Mais c'est très chouette et moi qui suis pas forcément fan de mélanger le moderne et l'ancien, là ça passe très bien parce que c'est vraiment distillé très légèrement et limite parfois j'y pense même pas, ça passe tout seul et c'est après coup que je me dis quoi mais il écoute des trucs avec un casque, d'accord. Donc ça passe vraiment très bien. On revient à l'histoire. Donc la jeune Yuri est appelée par son père à la cour de France, elle y va, elle devine très rapidement parce qu'elle est très intelligente et perspicace que son père l'a fiancée au dauphin de France qui s'appelle Louis-Philippe et donc elle va, que son destin est de devenir reine de France et elle n'est pas ravie parce que elle se sent, alors c'est pas le dauphin en soi qui la dérange, c'est juste qu'elle avait un peu un accord avec son père qui était qu'elle aurait le choix de son prétendant. C'était même un des rares accords qu'elle avait avec son père, qui est très peu présent, qui est parti il y a 7 ans en France et qu'elle n'a pas beaucoup revu depuis. Donc ça, voilà, ça, elle a 20 ans, bon, vous imaginez bien. Donc elle se sent trahie par la seule personne en qui elle avait confiance, puisqu'elle a été éduquée dans une mentalité où on ne fait jamais confiance à personne, où on ne se laisse jamais aller à une quelconque émotion, enfin voilà. Elle vit très très mal cette situation et elle va avoir un peu un choix qui peut potentiellement bouleverser sa vie, mais je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisserai découvrir si jamais ça vous intéresse. Donc pour les thématiques abordées, ce que j'en pense pour le moment. Très sincèrement, je pensais que j'allais aimer, j'étais hyper attirée par ce livre. Je me rappelle pas que Pénélope ait parlé de ce tome 1, je sais pas, je me souviens qu'elle a parlé du tome 3 en vidéo, du préquel ou quelque chose comme ça assez récemment, mais je suis plus sûre qu'elle ait parlé du tome 1, je sais pas quand elle l'a lu. Pénélope, dis-moi. Mais bref, donc voilà, j'y allais un petit peu à l'aveugle, mais en sentant bien que ça allait me plaire, et encore une fois, j'ai eu un très bon feeling, puisque j'adore cette lecture, bah, la preuve en est que, voilà, où on en est, j'adore, franchement, je trouve ça génial, vraiment très très bon. Pourquoi? Parce que on retrouve au début tout un passage où on va poser des bases, c'est-à-dire qu'on va voir que le monde est très 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 strictement régi par d'abord d'un côté l'humanité, de l'autre les fées, et au sein même, donc les humains considèrent les fées comme des animaux et la question ne se pose même pas pour eux. Et au sein même de l'humanité, évidemment, il y a les nobles qui sont nobles de naissance et qui ne doivent rien à personne, et il y a la plèbe, des espèces d'humains, alors au-dessus des fées, mais quand même des sous-humains. Et Yuri est vraiment nourrie par ça, et au début, elle a vraiment cette mentalité de manière extrêmement marquée, et c'est vraiment très déstabilisant parce que c'est rare qu'une autrice ou un auteur fasse ça, c'est-à-dire rende son personnage assez réaliste pour qu'il en arrive à être limite détestable, hein, parce que Yuri elle est vraiment pas très sympa avec les gens qui s'occupent d'elle, avec les servantes, avec voilà, elle est pas très sympa et en même temps elle est le fruit de son éducation et est-ce qu'on peut lui en vouloir? Et c'est très bien fait parce que c'est très très réaliste, vraiment. Donc oui, effectivement, je réalise que je vous ai pas dit qu'il y avait des fées, on est dans un monde de magie mais un peu caché, ça veut dire que Yuri, quand elle voit de la magie, elle comprend pas bien ce qui se passe, mais on sait quand même qu'il y a de la magie parce qu'il y a des fées. Donc, bref, donc au début, Yuri, elle est vraiment... Alors, détestable, c'est un peu fort, mais elle est très hautaine, très sûre d'elle, très... Enfin, en tout cas, sûre de sa position sociale. Et ça la rend pas très appréciable en tant que nous, humains du 21e siècle, et avec ce qu'on pense de ce genre
de caste et de manière de penser. Mais on sent dès le début en fait qu'elle a quelque chose en elle qui fait qu'elle est d'un côté extrêmement rigide sur tout ça et d'un autre, il y a des petits moments comme ça où ça fait tilt et où elle va avoir une réaction qui n'est pas celle qu'on attendrait alors qu'on l'a vu avoir des réactions qui n'étaient pas forcément toujours très sympas. Et des moments aussi où elle va entrer en empathie, où elle va être différente de ce à quoi on s'attend. Et c'est des tout petits moments qui juste nous piquent, nous surprennent et où on se dit qu'il y a quelque chose derrière tout ça, qu'elle est peut-être pas entièrement, uniquement modelée par son monde, son univers et son éducation, et qu'il y a quelque chose d'autre chez elle qui fait que ça va être un personnage qui va être intéressant. Et bon, je vous laisserai voir son évolution, mais en tout cas, j'ai été agréablement surprise et aussi assez déstabilisée par cet aspect de sa personnalité qui la rend quand même assez antipathique à plusieurs moments. Pour exemple, à un moment donné, au tout début, donc ça ne spoile pas grand chose, elle va subir une tentative d'empoisonnement ce qui est assez récurrent. Hein. Concrètement, on se rend compte très rapidement de ses propres dires à elle qu'elle a été, qu'on a tenté de l'empoisonner plein de fois, qu'on a tenté de l'agresser de diverses manières plein de fois parce qu'elle est la troisième dame du Japon et que ça la rend, voilà, ça serait bien qu'on arrive à l'éliminer un petit peu du tableau. Bref, et c'est un fait qui va la sauver, c'est un spectral qui est un... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il va la sauver en fait parce qu'à ce moment-là, elle est dans l'Orient Express et qu'il est le médecin de l'Orient Express. Et Yuri va le remercier. Alors elle va être très étonnée, elle va avoir une réaction un peu froide, mais c'est aussi cette capacité qu'elle a à mettre à distance ses émotions, à les ressentir sans jamais les montrer. Et en fait, elle réalise et elle pense au fait que si son père avait été présent dans le train à ce moment-là, elle serait probablement morte empoisonnée parce qu'il aurait catégoriquement refusé qu'un fait la touche. Et elle réalise à quel point c'est absurde quelque part et à quel point... Enfin, voilà, on sent que ça sème des graines dans son esprit de doute par rapport à ce qu'on lui a appris, par rapport à tout ça, et c'est très intéressant. Et ça arrive à plusieurs reprises au début de l'ouvrage, qu'il se passe des choses comme ça, qui font qu'elle a des doutes sur ce lui a appris, sur les faits, à savoir qu'ils n'étaient que des animaux. Concernant les thématiques, il y a une très grosse thématique très importante qui va beaucoup évoluer et se creuser au fil de la lecture et je trouve ça vraiment passionnant. C'est tout ce qui va concerner la misogynie et en contrepartie un peu le féminisme parce que très clairement on voit que Yuri et que l'univers est extrêmement misogyne et c'est assez choquant. C'est-à-dire que par exemple la capitaine de l'Orient Express qui est une femme et qui est considérée par tous les gens qui ne sont pas sur l'Orient Express, donc par exemple le garde du corps de Yuri, comme c'est une aberration, c'est considéré comme une aberration, elle est considérée comme une espèce d'anomalie, d'autant qu'elle est d'origine noble, mais soit, il va lui dire mais vous étiez une noble, pourquoi avoir quitté ce statut de noble pour vous retrouver sur voilà capitaine dans une vie qui est quand même moins confortable, moins riche, etc. Et elle dit quand j'étais noble, on me parlait soit comme à un bibelot, soit comme à une demeurée. Et ça pose l'ambiance parce que les femmes sont considérées comme ça. Même Yuri, qui n'est pas n'importe qui est très loin d'être stupide, on va tout le temps lui parler, en tout cas les autres nobles qu'elle fréquente, puisqu'elle ne fréquente évidemment que des nobles, vont lui parler, avec toujours, vous savez, cette espèce de mépris, de bienveillance méprisante qu'ont les hommes envers les femmes. Et on se rend compte à quel point, surtout la noblesse, et on voit beaucoup plus de noblesse, après on voit des faits, mais c'est un peu différent, méprise les femmes, les traite extrêmement mal. Yuri, de plus en plus au fur et à mesure du temps, se sent traitée comme un objet, ce qu'elle vit évidemment très très mal, même si elle savait un peu à quoi s'attendre quelque part. Et elle a bien la sensation de ne pas pouvoir disposer de sa personne, et elle le savait, mais le fait de le vivre par ce mariage dont elle n'a jamais entendu parler, hein, voilà, on lui dit viens et on lui annonce sur le tas comme ça qu'elle va épouser le dauphin de France, et c'est quelque chose qu'elle vit profondément mal et il y a quelque chose en elle qui va se révolter. On va se rendre compte qu'elle n'est pas seule à se révolter. On ne sait pas tous les tenants et aboutissants, on sent qu'il y a du mystère, on sent qu'il y a du mystère autour du dauphin, de la reine de France, on sent qu'il y a, voilà, il y a des choses un peu secrètes et on ne sait pas quoi autour de tout ça, mais on voit bien que la reine de France aussi, elle est dans le même état d'esprit que Yuri, en tout cas dans lequel Yuri arrive petit à petit. Et voilà, il y a des choses vraiment hyper intéressantes qui se mettent en place, d'autant que elle va apprendre des choses sur sa mère, puisqu'elle ne sait absolument rien de sa mère, même pas le prénom de sa mère, son père a toujours refusé de lui en parler, et quand elle va apprendre des choses sur sa mère, elle va comprendre peut-être certaines choses. Ensuite,
Il va y avoir tout un tas de thématiques aussi autour des fées, fées et humains, puisque les humains traitent les fées comme des animaux, hein, concrètement, c'est-à-dire que on les enlève, on les met dans des cages, on les entraîne au combat, on les vraiment comme, enfin, je dis comme des animaux, mais comme si c'était mieux de traiter les animaux comme ça. Évidemment, non, c'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que on leur dénie leur intelligence autre qu'humaine, mais leur capacité de communiquer, leur capacité de réfléchir, voilà, on les traite comme des objets ou je sais pas. Et il va y avoir toute une thématique aussi autour de ça et autour de Yuri qui va être ce regard de la société en fait quelque part sur les faits. Donc elle a le regard qu'on lui a appris à avoir et elle va découvrir des choses et comprendre des choses et c'est hyper intéressant. Il y a aussi une grosse thématique qui est développée, en tout cas qui revient régulièrement sur cette première moitié autour de la contrainte physique qu'on impose aux femmes. Les habits qu'on est contraints à porter sont des entraves physiques qui les empêchent de se déplacer, qui les empêchent éventuellement de s'enfuir, qui les empêchent d'exister pleinement et d'être pleinement et qui les met à un rang dans une espèce de rôle d'un objet d'apparat, d'un bibelot, voilà, d'un bibelot, c'est exactement ça, d'un joli bibelot. On va découvrir aussi une société totalement égalitaire et je vais pas vous en dire beaucoup plus sur le sujet, mais avec des règles totalement différentes des règles de la triade. Alors la triade, je sais pas exactement quel pays ça regroupe, si ce n'est donc du coup la France, le Japon, et je sais pas trop quel autre pays ça regroupe en sachant que la France possède beaucoup des territoires européens. Bon, bref, en tout cas il y a un pays qui, comment on pourrait dire, qui refuse la dépendance de la France, donc qui serait plutôt occidental, où on a une société parfaitement égalitaire avec tous les humains, tous les faits qui sont à parfaite égalité, où on ne vous juge pas en fonction de votre nature, où on vous juge en fonction de ce que vous faites et où vous pouvez devenir noble si vous vous comportez bien et si vous faites des choses positives, où vous pouvez être déchu de votre noblesse si vous faites des choses mauvaises, où voilà, où il y a une évolution sociale possible, où on vote, où on échange, où on partage, et c'est vraiment très intéressant, d'autant que c'est évidemment en contraste avec ce qu'on voit de l'autre côté. C'est vraiment assez génial. Il y a un passage assez violent quand même, enfin violent. Par rapport à d'autres trucs que je lis, c'est pas pire, mais je veux dire, il y a un passage où il y a une tentative de viol sur une jeune femme et où on va suivre ce qui se passe du moment où elle est secourue jusqu'au procès de l'individu et c'est vraiment vraiment passionnant parce qu'on a le discours typique du violeur et c'est fascinant. Vraiment ce discours où non non mais pas du tout, c'était pas du tout mon intention, mais vous savez comment sont les femmes, elles disent non mais elles pensent oui. On le sait tous, il fallait juste forcer un petit peu et elle était ok en fait. Et on a tout ce discours qui est développé sur une page entière et qui saisit l'essence du patriarcat et de la manière qu'ont les hommes de penser dans nos sociétés et c'est fascinant, vraiment fascinant. C'était vraiment assez génial. Pour ceux que ça intéresse, c'est à la page 267. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si ça vous intéresserait d'y retourner ou pas. Mais vraiment, vraiment édifiant en fait. Édifiant. C'était édifiant. Et la réaction, le procès, etc. est édifiant aussi. C'est bref, je ne vais pas vous donner le contexte. Je ne vais pas rien vous dire d'autre. Mais c'était passionnant, intéressant, intelligemment fait et ça dénonce des choses et on sent bien, en tout cas moi je sens bien que cette autrice a pour objectif de dénoncer beaucoup de choses de nos sociétés et c'est passionnant et je n'ai qu'une hâte, c'est de continuer, de savoir la suite, de savoir où ça va, de découvrir tous les secrets qui sont cachés autour de Yuri, de sa mère, de plein de choses voilà, qu'on sent sous-jacent mais dont on ne sait pas grand chose pour le moment. Et j'ai très 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 hâte de continuer et il est clair que je pense que je ne vais pas tarder, une fois que j'aurai terminé celui-ci, à lire la suite parce que vraiment je trouve ça assez génial. Voilà, donc ça c'est pour le point lecture. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous en dire parce que c'est difficile de parler d'un livre sans trop spoiler, mais je vous ferai je pense un ou peut-être deux autres points lecture, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de comment je vais pouvoir filmer, c'est pas forcément toujours évident, surtout en ce moment, c'est les vacances scolaires. Si j'arrive à le lire vraiment très vite, peut-être que j'essaierai de me trouver un autre tome 1, bien que je vois pas forcément... Enfin si, j'ai de l'aube quand même,
Mais je sais pas très bien quel autre tome 1 j'aurais que je pourrais peut-être lire parce que j'ai pas l'impression, je devais le lire avec Anaïs mais j'ai pas l'impression qu'elle l'ait donc je sais pas, on va voir. Bon bref, peu importe. Sinon il y aura que celui-ci et ça sera déjà excellent et puis ça sera déjà une longue vidéo puisque ça fait 20 minutes que je parle et que j'ai pas fini le livre. Voilà. Bref, donc excellente lecture, je le sentais bien et je ne m'étais pas trompée. C'est vraiment vraiment passionnant, j'ai du mal à décrocher très sincèrement. Voilà, donc je vous laisse pour ce premier point lecture et on se retrouve ce soir demain, je ne sais pas encore, nous verrons bien. On se retrouve, on est mardi et j'ai largement dépassé la moitié puisque je suis à la page 342 sur 500. C'est toujours aussi chouette, ça aborde toujours autant de thématiques passionnantes. On a vraiment la thématique autour de la misogynie, du sexisme qui est récurrente, qui est très importante, et aussi autour du racisme et de l'égalité entre les races, puisque là, pour le coup, on est sur des races différentes, puisqu'il y a plein de sortes de fées différentes et les humains, et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Je dois avouer que je suis assez fan de ce livre, je suis vraiment convaincue, et en même temps, j'en suis pas étonnée, parce que vraiment, j'avais un feeling avec ce bouquin qui m'appelait, et je pense que dès que je l'aurai terminé, je me prendrai le tome suivant. Donc je vous ai pas dit au fait, hein, mais c'est publié chez Naos et c'est vraiment une excellente découverte. Je ne l'avais jamais vu passer avant que Pénélope en parle et heureusement qu'elle l'a fait parce que je serais passée à côté de quelque chose de trop chouette, de passionnant quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire qui ne spoilerait pas? On n'est pas, pour le moment, on n'est pas franchement sur, comment je peux dire, on n'est pas sur une grosse aventure, intrigue. Même si on sent que ça commence un petit peu, il va se passer un truc qui est pas cool, on le sent arriver. Bon, il s'est quand même passé quelque chose, et sur la suite de ce quelque chose, de ce gros événement qui a bouleversé la vie de Yuri, et on est sur un personnage, comme je vous avais dit au début, qui était très guindé, qui était très étriqué dans son rôle de femme de la noblesse, autant physiquement que mentalement, et on la voit évoluer. Ouais, c'est ce que je vous disais en fait, on sent bien que il y a quelque chose chez elle qui fait qu'elle est ouverte à une évolution, à une réflexion personnelle. Elle s'intéresse à plein de choses, elle est très intelligente, elle est vraiment très très vive d'esprit et elle est fascinante à suivre. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors qu'au début, c'était pas forcément gagné, même si je trouvais que c'était très cohérent avec son rôle social et que je sentais bien que c'était aussi une obligation hein, sociale concrètement. Mais c'est vrai que plus ça va et plus elle est attachante et c'est assez chouette et on rencontre plein de personnages qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Il y a plein de sortes de fées différentes et c'est tout, voilà, tout plein de peuples qui vont se mélanger, qui vont discuter dans un contexte très particulier que je vous laisserai découvrir, que j'aime beaucoup et voilà, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas du tout envie de spoiler l'histoire et j'ai pas du tout envie de vous gâcher la surprise puisque moi j'y suis allée sans rien savoir si ce n'est qu'il y avait cette histoire entre une alliance entre le Japon et la France mais voilà, donc très bonne lecture, j'ai très hâte de savoir la fin même si je sens bien que de toute façon c'est une trilogie, c'est le premier tome donc ça sera pas une vraie fin. Je sens bien qu'on va être sur une fin où on n'a qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Je le sens arriver hein, d'ici très sincèrement. Là je sens la tension qui monte et je trouve d'ailleurs que le rythme est assez bon parce que d'un côté il y a plein de moments où il va pas se passer grand chose et ça va être plus de l'observation, une narration descriptive etc. Et il se passe en même temps à certains moments des pics de tension et parfois à des moments qu'on n'attend pas et c'est très bien fait. Et là on est plutôt sur un moment calme, enfin moi là où j'en suis en tout cas, un moment calme mais l'autrice parvient à mettre des indices où on sent que ça va partir en cacahuète. Et c'est pour ça que je vous dis que je sens bien que la fin va me déchirer l'âme en petits morceaux, hein, carrément, et que je vais avoir qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Voilà. Donc bref, petit point lecture, c'est compliqué de parler d'un livre sans spoiler, et c'est pas le but. Donc toujours est-il que ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer et je vous ferai un point de lecture final. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire un autre livre dans la foulée parce que j'aimerais bien avancer d'autres choses hors défi lecture. Nous verrons bien, sachant qu'on est déjà mardi soir. À part si je trouve un petit graphique, un volume 1 d'un petit graphique, voilà. Sinon ça va être compliqué. Mais bref. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine pour un point lecture terminé. A plus tard.
retrouve, nous sommes jeudi, je ne crois pas avoir fait de point lecture hier, mais j'ai terminé dans l'ombre de Paris, donc c'est la saga La dernière geste, premier chant de Morgan of Glencoe, et je pense que je vais vous faire un point lecture terminée en 2 phases, une sans spoil, et après je vous indiquerai à partir de quand je vais spoiler, parce que j'ai envie d'en parler plus pour celles et ceux qui l'auraient lu, ou que ça ne gêne pas d'être spoilé. Donc, on va commencer par le point sans spoil. J'ai adoré cette lecture, vraiment, vraiment. J'ai trouvé que tous les personnages étaient intéressants, qu'ils avaient tous un intérêt à l'histoire, que chacun à sa mesure faisait avancer l'histoire. Les relations sont très intéressantes, la manière dont le personnage principal qui est Yuri évolue est fascinante et on sent que, ben voilà, quand on finit ce premier volume, on n'a qu'une envie, c'est de continuer parce que la fin est plus qu'explosive. Ça promet de grandes choses pour la suite. On a des figures stéréotypées très drôles, typiquement le prince charmant, donc le dauphin Louis-Philippe, dont je vous ai déjà parlé, qui fait figure de prince charmant un petit peu presque ridicule, je pourrais dire, qui était très intéressante parce que c'est surtout le point de vue qu'a Yuri sur lui avant une certaine chose et après une certaine chose qui fait que ça évolue et c'est vraiment très chouette. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui spoilerait pas trop, voire pas du tout. Ouais, on a une fin, je m'attendais pas à ça. Je vous le dis, ça fait partie de ces livres où il faut pas trop s'attacher au personnage parce que l'autrice n'a pas peur de faire avancer l'histoire, quel qu'en soit le coût. Voilà. Mais c'était vraiment une excellente lecture avec beaucoup de thématiques abordées autour du sexisme, de la misogynie, des règles, des castes sociales et de l'élitisme. Il y a beaucoup de sujets abordés aussi autour du racisme de manière un peu détournée, mais passionnante, parce que là on est... toute proportion gardée, parce que évidemment le racisme tel que nous on le connaît, c'est vraiment, comment on peut dire, échelonner les valeurs entre les humains, et que là ce ne sont pas des humains, mais c'est quand même un petit peu ce qui est abordé, puisque c'est le rapport à l'autre qui est abordé. Et puis voilà, je vois pas très bien ce que je peux ajouter sans spoiler. J'ai adoré cette lecture, je l'ai lue relativement rapidement vu les circonstances et je pense que la suite va y passer très prochainement parce que c'était assez génial. Donc je ne peux que vous inviter et vous encourager à découvrir La dernière geste. Si vous aimez, eh bien on pourrait dire les fantasy un petit peu steampunk avec cette petite ambiance un petit peu, pas énorme mais un petit peu. Si vous aimez la fantasy avec un peu de magie, des créatures magiques, avec des découvertes, avec beaucoup de questionnements sociaux notamment, c'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous inviter à lire. C'est très bien écrit, c'est hyper fluide, ça se lit tout seul, même si c'est pas si petit que ça fait quand même 500 pages. Donc voilà, très très bonne lecture. Je vais maintenant aborder un petit peu la lecture avec des spoils pour celles et ceux que ça intéresserait. Donc je vous mets ici le timer pour, je le mettrai aussi en barre d'infos. Vous aurez qu'à cliquer pour avancer à la partie où je clôturerai. Donc pour la partie avec spoil, je vais essayer de pas en faire trop, mais bon voilà, j'avais quand même des choses à aborder pour être plus précise. À partir du... Alors, dès le début, on sent bien que le personnage de Yuri est un personnage qui a parfaitement compris les règles, qui les applique très bien, mais on sent, et c'est très bien fait parce que c'est à peine perceptible qu'elle est potentiellement rebelle à tout ça et qu'elle n'a pas forcément envie d'être complètement là-dedans, c'est-à-dire que c'est un rôle qu'elle accepte de jouer en public, mais qu'elle refuse un peu en privé, et à partir du moment où son père décide de la marier sans lui avoir demandé son avis, elle estime qu'il y a un accord qui était établi entre eux qui est brisé. Et même si c'est le meilleur parti qu'il puisse trouver, puisque le roi de France est le roi le plus puissant du monde apparemment, c'est cette trahison-là qui va déclencher sa rébellion et qui va déclencher le fait qu'elle va partir, qu'elle décide, quand la reine Gabrielle, donc la reine de France, lui propose soit de rester, soit de partir, et qu'elle a 1 minute pour décider, elle décide de partir, elle décide de suivre plutôt a priori ce qu'elle pense être la voie qu'aurait pris sa mère, et c'est ce qu'elle fait puisqu'elle va rejoindre les égouts. Alors au début elle sait pas très bien exactement où elle va, mais elle va rejoindre les égouts, et en fait cette espèce de société un petit peu utopique on pourrait dire, ou en tout cas elle l'est dans cette réalité-là, puisque tous les individus qui vivent dans les égouts, ils sont 250 je crois, sont à parfaite égalité. Il y a des règles très précises autour de la majorité, de ce que les enfants... comment on implique petit à petit les enfants dans la vie de la communauté, dans la vie politique aussi. Il y a un système de vote, par exemple, elle n'est pas accueillie parce qu'un chef aurait décidé qu'elle est accueillie, c'est voté à l'ensemble, à la majorité lors d'une assemblée.
Et tout fonctionne comme ça. Il y a évidemment aucune... il y a une grosse... il y a vraiment une volonté d'acceptation de toutes les espèces, quelle que soit leur particularité, quelle que soit leur manière de vivre. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit beaucoup de choses différentes, beaucoup d'espèces aussi qui fonctionnent totalement différemment, que ce soit des créatures plutôt du feu, de l'eau, etc. Et on voit que l'harmonie fonctionne plutôt bien et elle est menée par un grand personnage qui est un personnage que l'on ne peut qu'aimer, je pense, qui est Sœur Edward. Et c'était vraiment... j'ai adoré tout ce passage dans les égouts, c'était vraiment très chouette. Et c'est d'autant plus triste que ça doit se terminer et qu'ensuite on va partir sur la suite de la quête de la vie d'Yuri qui est de survivre à tout ça et de réussir à changer les choses à sa mesure. Bref, j'ai adoré tous les passages aussi où Yuri découvre la vie du commun des mortels, c'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais habillée seule, qu'elle n'a jamais rien fait, genre ne serait-ce que ramasser quelque chose qu'elle a fait tomber, on le faisait pour elle. Et elle découvre et s'épanouit dans cette vie en fait où elle n'a plus tous ses privilèges, c'est-à-dire qu'elle est respectée au même titre que tous les autres, mais elle n'a plus ses privilèges, voilà. Et en fait, elle apprécie ça, elle apprécie la liberté, notamment physique, et je vous l'ai dit, c'était un thème récurrent, l'enfermement physique des femmes à cause de la manière dont on les oblige à se vêtir, et elle apprécie la nouvelle liberté, elle apprécie de pouvoir ne plus être complètement une princesse, de pouvoir s'habiller différemment, de pouvoir faire des choses qui ne seraient jamais acceptées en dehors de cette société précise, et c'était vraiment très intéressant parce que ça lui permet d'évoluer, de se découvrir, de découvrir aussi d'autres personnes qu'elle aurait jamais fréquentées ou alors qu'elle aurait totalement ignorées et méprisées en temps normal. Et vu qu'elle part quand même de très loin en termes de mépris de classe, c'est très intéressant de l'avoir évolué et ça la rend beaucoup plus attachante et intéressante que ce qu'elle pouvait être au début, même si on sentait bien qu'il y avait quelque chose dessous cette carapace. On a des questionnements aussi autour du genre, par exemple, puisque l'espèce des Selkie eh bien, n'a pas de genre à proprement parler et il n'y a pas de questionnement de genre, que ça soit physique ou en termes de relations amoureuses, et c'est très intéressant. Ça pose des bases et des questionnements évidemment passionnants, et on va aussi parler d'homosexualité qui est encore une fois quelque chose qui est très mal vu dans la société classique et qui va choquer Yuri au premier abord parce qu'on lui a tellement inculqué que c'était le mal que quand elle apprend que Sœur Edward est homosexuelle, eh bien ça va lui faire un choc et elle va remettre en question encore une fois les choses qu'on lui a appris grâce à ça, grâce à lui, grâce à ce qu'elle sait de lui et de sa vie, et voilà. Et donc c'était très intéressant. Elle va apprendre beaucoup de choses sur sa mère, sur pourquoi sa mère est morte, sur pourquoi Gabriel l'a aidée, sur bref, qui était Sœur Edward par rapport à tout ça, et son père dans tout ça, quel rôle il avait. Et c'était assez intéressant, je dois l'avouer, parce que même si je dis intéressant à toutes les phrases, je suis désolée, je manque de synonymes. Mais vraiment passionnant, voilà, c'était passionnant. On a le passage dont je vous ai parlé avec la tentative de viol qui est traité, qui est très bien développé, avec tout un passage du discours typique de l'agresseur qui ne comprend pas ce qu'il a fait de mal, et justement c'est pour ça qu'il va être exilé de la communauté, parce que il voit pas le problème et que la communauté décide qu'on va pas attendre qu'il se décide à recommencer et pour potentiellement comprendre ce qu'il a fait de mal. Donc il y a cette prévention de la personne qui n'a pas de remords, et ça c'est quelque chose de très important parce que quand les personnes sont jugées, on prend en compte l'aspect est-ce qu'ils ont compris leur erreur, et comment, dans quelle mesure ils l'ont compris, et donc du coup cette odieuse personne eh bien, va être tout simplement et proprement exilée parce qu'on ne veut pas attendre qu'il puisse recommencer, tout simplement. Il est clairement dit que dans la société de Yuri, à plusieurs reprises, elle a subi des tentatives de viol par ses cousins notamment, parce que voilà, une femme qui est violée est déshonorée. Il est bien dit que c'est aux femmes de se protéger de ça, et alors que là, c'est toute la communauté et toute la société qui va protéger, en l'occurrence le personnage de Manon, mais aussi toutes les femmes. On a aussi tout un questionnement autour de la liberté de chacun de disposer de sa personne et de faire ce qu'il veut de sa vie, d'aimer qui il veut, d'avoir des relations comme il l'entend, dans le respect mais comme il l'entend et avec qui il veut. Et c'est aussi très intéressant puisque le personnage de Bran, qui est donc une Selkie, qui est une espèce de, comment on pourrait dire, de sirène, peut-être un petit peu celtique ou quelque chose comme ça, va tomber amoureuse d'un autre personnage, et on va beaucoup discuter de ça parce que les Selkies sont très mal perçus par les humains et par les autres espèces de manière générale, et on va discuter aussi donc du choix de l'autre individu avec qui elle a une relation, et de son choix à elle, puisque certains personnages attendent
que Sir Edward donne sa bénédiction et lui dit très clairement qu'elle fait ce qu'elle veut de sa personne, qu'il n'a pas à intervenir ni à s'en mêler, que c'est sa vie et que ça ne concerne qu'elle a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend, est très important. Et encore une fois, ça fracture un petit peu, ça brise un petit peu les idées que Yuri a ingérées pendant si longtemps, puisque c'est pas du tout ce qui se passe dans la société extérieure. On a aussi un passage plusieurs passages autour de ça que j'ai trouvé très intéressant, puisque le colonel de l'armée, je pense, du roi japonais, donc du père de Yuri, qui s'appelle Kenzo, est un roturier qui a réussi à s'extraire de sa condition et à devenir colonel, et il est affecté à l'origine à la garde rapprochée de Yuri, et sa première lieutenant est une femme hybride qui est, je sais plus quelle, humaine et celle qui peut être quelque chose comme ça, mais peu importe, et qui n'est considérée par personne à part lui comme un individu en fait, tout simplement, d'autant plus que c'est une femme. Et il y a ce questionnement sous-jacent aussi, encore une fois très intéressant, de ce colonel qui considère les femmes comme des inférieures, qui va dire par exemple du capitaine Tranchen, qui est capitaine de l'Orient Express, qui va dire à plusieurs reprises que voilà, les femmes sont des sous-hommes en fait, et que les femmes ne peuvent pas, elles se font respecter à défaut d'être craintes, enfin voilà, il a des propos misogynes très très forts, et en même temps, elle, cette lieutenant qui en plus d'être une femme est une hybride, il a du respect pour elle, et ça montre tout ce paradoxe du racisme et du sexisme qui a tendance à exclure les individus qu'on aime bien, et plutôt que se dire, peut-être du coup, il faudrait que j'en mette en question mon raisonnement, eh bien non, c'est juste cet individu-là qui est différent. Et évidemment, c'est assez éloquent en soi, et c'est très, très chouette que ce soit traité ici. On a beaucoup de questionnements sur la famille qu'on choisit ou la famille que l'on a. Il y a beaucoup de familles dans les égouts et beaucoup de rapports de famille que Yuri découvre, et découvre qu'on peut avoir des rapports différents avec sa famille que ceux qu'elle a eu avec son père, qui était assez distant malgré tout, et notamment la famille de Sir Edward, qui a adopté 2 enfants et qui a pour eux un respect et un amour qui sont inconditionnel. Et même si je pense que Yuri sait que son père l'aime, elle se sent trahie par lui en fait, et c'est quelque chose qui va, voilà, il y a vraiment ces deux aspects entre ce qu'elle connaissait de la famille de son père, ce qu'elle pensait de lui, et comment elle a vécu la traîtrise, et ce qu'elle voit de Sir Edward par exemple, et de comment il traite ses enfants adoptifs. Bref, à la fin on arrive au passage où en gros plus ou moins tout le monde meurt concrètement, et à Yuri qui aimerait se battre et à qui on dit eh bien non, en fait il faut que tu vives et que tu joues ton rôle de princesse qui s'est fait enlever, parce que il y a que toi qui peut potentiellement changer les choses et porter la parole de ce que tu as appris. Et on se rend compte qu'en fait il y avait tout ce passage dans les égouts, tous ces mois où elle est dans les égouts, c'est un peu une espèce de quête initiatique pour elle, de déconstruction totale de tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a vécu, et que quand le dauphin arrive pour la libérer, tel un grand sauveur, libérer la pauvre jeune princesse éplorée qui n'a pas du tout besoin de lui pour survivre, mais soit, eh bien elle va être entre ces deux rôles, c'est-à-dire entre ce qu'elle est devenue et ce qu'elle doit montrer, et qu'elle sait très bien faire encore, je veux dire, elle arrive encore à parfaitement gérer ce rôle social qu'elle a intégré pendant 19 ans, mais on sent bien que le tome 2 va être assez explosif autour de ça, puisque a priori, en tout cas l'idée qu'on s'en fait à la fin de ce tome 1, c'est qu'elle va épouser le dauphin, et que elle va sûrement faire des choses pour changer le monde tel qu'il est. En tout cas c'est ce qu'on imagine, mais du coup c'est pour ça que j'ai envie de lire le tome 2, pour savoir où ça va, parce que c'est tellement intéressant, tellement bien écrit, tellement passionnant, avec tant de thématiques qui sont pas forcément extrêmement approfondies, mais il n'y a pas besoin, ça pose des pierres à des réflexions, et ça montre des choses de la société, de notre société, qui sont passionnantes. Bref, voilà, c'est tout pour cette lecture qui était excellente. J'ai adoré de bout en bout, j'ai trouvé que c'était une excellente lecture, et comme je vous disais, je sentais que ça allait me plaire, et j'avais très bien ressenti concrètement, et je ne peux que remercier Pénélope de me l'avoir offert, parce que je pense que j'aurais peut-être pas acheté celui-ci en priorité, mais du coup je suis très contente de l'avoir eu, parce que ça m'a permis de le lire dans la foulée et de découvrir une saga vraiment que j'adore, qui est incroyable, et je n'ai qu'une envie, c'est de continuer cette saga qui est en 3 volumes. Et bref, donc vous l'aurez compris, c'était un excellent défi lecture. Je ne pense pas lire autre chose, et en fait je pourrais parce que j'ai des choses, mais je préférerais très sincèrement clôturer aujourd'hui, parce qu'ensuite il faut que je monte cette vidéo qui va sortir lundi 1er mai, il faut que je monte mon vlog hebdomadaire, donc je vais pas me charger la mule alors que j'ai plein de trucs à finir, et voilà, qu'il reste que 4 jours à ce mois d'avril. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons ouvrir la carte que Pénélope m'a envoyée et que j'ai reçue aujourd'hui. On est comme d'habitude sur un
très joli timbre, qui est donc une reproduction d'un David qui s'appelle les Sabines, et c'est très thématique puisque les Sabines, c'est un des mythes fondateurs de Rome. Donc très chouette timbre qui est très thématique. Oh, c'est trop mignon. Et c'est très thématique aussi, puisque le mois de mai, la thématique, c'est imaginaire francophone. Et là niveau imaginaire, c'est pas mal, hein. C'est un petit côté Terry Pratchett, la tortue, avec un monde dessus. Très mignon, très chouette. Donc, c'est parti. Elle me dit, déjà je sens que j'ai choisi une carte bien trop petite. C'est vrai que... on a tendance à beaucoup écrire. Alors, on est déjà fin avril, on ne va pas épiloguer, mais où est encore passé le mois d'avril? Je ne sais pas où est passé le mois d'avril. C'est envolé dans les limbes du temps écoulé. Donc, on s'était dit imaginaire francophone. D'ailleurs, cette carte m'a fait penser au Disque Monde. Bah voilà, hein, les grands esprits se rencontrent. C'est pas francophone, mais en termes d'imaginaire, ça se pose là, on est d'accord. D'ailleurs, il faudrait que je lise, enfin du moins que je termine le tome 2, mais soit. Je te mets donc au défi de lire de la SF francophone. C'est un peu le sous-genre de l'imaginaire qu'on voit le moins, notamment en francophone, je dirais. Et comme on en découvre toutes les deux de plus en plus, c'est l'occasion. J'espère que ça te plaira et que tu feras de belles découvertes. Donc, merci Pénélope pour cette carte et pour tous tes petits mots gentils, comme toujours. C'est trop mignon. Donc en mai, on va être sur de la SF francophone. Alors là comme ça, j'ai pas d'idée, mais en vrai, je ne pense pas manquer de lecture potentielle sur de la SF francophone. Je vais voir ce que je vais lire, je vais voir ce que je vais choisir. C'est un très bon thème, ça va être très intéressant de faire des recherches. Dans tous les cas, on va se laisser pour ce défi lecture d'avril qui était passionnant, c'était un beau bébé quand même, hein. 500 pages, c'était pas trop mal. J'aurais pu ajouter des choses, mais j'ai pas envie d'en ajouter pour en ajouter. Donc on va s'arrêter là et c'est très bien comme ça. Donc, encore une fois, merci Pénélope pour ces défis et merci pour ta carte qui est très mignonne et très gentille. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, plein de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si je vous ai donné éventuellement envie de lire la saga de Morgan of Glencoe et si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.